Bonjour Arthur Aubeuf. Bonjour. Salut, cofondateur de Team for the Planet. Arnaud, j'espère bien prononcer, j'espère pas me tromper, attention, j'ai la pression. Arnaud Van Popering. Parfait. Magnifique, CEO de Tikamoon. Bienvenue sur cette scène. Et alors, qu'est-ce qu'on est bien installé ici? Les fauteuils sont confortables. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit test de... Voilà, on est bien ou pas? Est-ce que ce ne serait pas vos fauteuils? Pas partir en sieste, mais... Après, c'est dangereux à cette heure-là. Oui, Valérian, ce sont nos fauteuils. C'est le modèle Botti. Et voilà, si ça vous tente, il est à 749 € sur le site aujourd'hui. Et donc, on va parler de Tikamoon. Et Tikamoon, Arnaud, c'est l'histoire d'un meuble qui vit 100 ans. C'est ça? Oui, c'est notre ambition. Nous, on a une entreprise française qui est basée à Lille. On a 15 ans. On fait un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires. On est 250 personnes. Et notre objectif, effectivement, c'est de vendre des meubles centenaires et de faire en sorte que ça passe de main en main. Notre rêve, c'est quand tout le monde sera équipé de meubles comme les nôtres, on n'aura plus besoin d'en produire. Donc, c'est vraiment la vision. Et on déploie beaucoup d'énergie pour essayer d'aboutir à cela. On a cette chance que de travailler avec ce produit naturel qu'est le bois. Vous l'aurez compris, on ne va pas parler de fast fashion dans cette séquence, évidemment, et bien tout l'inverse, et de comment, et vous allez découvrir l'engagement d'Arthur et Arnaud. Arthur, Team for the Planet, c'est donner l'occasion aux citoyens, aux entreprises, à nous ici, de pouvoir soutenir le développement de projets à impact, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous, on permet à des innovations de rupture qui transforment des secteurs très polluants de l'intérieur de devenir mondial et d'avoir vraiment un impact transformateur. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème des innovations dont on a besoin, c'est pas de les inventer, elles existent déjà toutes, c'est de les aider à passer à l'échelle parce que souvent elles sont portées par des innovateurs qui ne sont pas du tout des entrepreneurs. Et ça, c'est le constat initial de Team for the Planet. Ces gens-là, il y a besoin de leur amener, de leur adjoindre un très bon entrepreneur du marché qui comprend comment parler aux clients, comment faire en sorte que l'innovation devienne une vraie entreprise et de les structurer avec un ensemble de choses. Donc nous, on amène de l'argent et on amène aussi une communauté d'actionnaires. Aujourd'hui, on a un peu plus de 130 000 investisseurs qui nous aident à trouver les bons talents pour justement structurer l'équipe, aller tout de suite sur le marché avec les bons clients et faire en sorte que cette innovation, elle ait ses chances et qu'elle puisse vraiment avoir un impact à très grande échelle. Comment nous tous, là, on peut effectivement regarder les projets? Ça se passe, vous avez un site, j'ai un peu regardé déjà, mais il y a un site effectivement sur lequel il y a tous les projets. Ouais. Et après, c'est comme ça qu'on peut participer? Exactement, on a un site team-planet.com et n'importe qui peut devenir actionnaire, c'est le principe. Il y a l'État français qui est actionnaire, mais il y a aussi des milliers et des milliers de citoyens qui ont mis quelques centaines d'euros, des business angels, des investisseurs family office, fonds d'investissement, des entreprises du CAC 40. Vraiment, il y a tout le monde, on rassemble tout le monde. Et l'intérêt, c'est de dire, on sait qu'il y a ces innovations de rupture, on sait qu'elles existent et qu'on peut les développer ici en France, on a les talents. Faisons le bon match pour qu'on puisse les emmener là où elles doivent aller. Avec des gens qui peuvent développer et accompagner effectivement la structuration de ce type d'entreprise. Comment vous vivez tous les deux l'actualité, finalement la baisse d'intérêt, peut-être d'investissement aussi, on va le voir, pour le verre, Arnaud? C'est choquant. Je trouve que c'est aussi choquant pratiquement que ce qui s'est passé il y a 3-4 ans quand beaucoup ont retourné leur veste de rouge à vert. Et aujourd'hui, tout le monde se hâte de la retourner à nouveau à l'inverse de vert à rouge. Nous, on n'a pas changé de cap. C'est-à-dire que notre raison d'être, elle est toujours d'aller vers une entreprise à visée régénérative. On a suivi la Convention des entreprises pour le climat. Et donc, on se dit que c'est difficile parce que les vents sont contraires. Aujourd'hui, la concurrence et la conjoncture sont défavorables. Enfin, la concurrence est difficile et la conjoncture est défavorable. Et on se trouve en face d'acteurs qui vont, avec moins d'exigences, porter des produits qui ne sont pas du meuble en bois massif, mais avec une petite ambiguïté. Et donc, on était dans notre océan bleu ou vert. Et aujourd'hui, on se retrouve dans l'océan rouge. Mais on se refuse de changer de valeur. Donc on reste sur FSC, 1% pour la planète, la construction de meubles qui durent longtemps. On prend un peu un contre-pied. Aujourd'hui, on est rentable, donc on a les moyens de notre survie. Mais c'est parfois challenger entre actionnaires. Arthur, sur cette question de l'actualité actuelle?
Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, je discute avec beaucoup de très gros investisseurs en ce moment, et notamment en Luxembourg, des gens qui représentent des grandes familles de milliardaires, par exemple, en Europe. Et on nous dit très clairement, du côté des gestionnaires d'actifs, qu'ils reçoivent des consignes, notamment des États-Unis, où on leur dit on vous sanctionne si vous allez sur les sujets climat, par exemple. Donc on en est quand même à ce point-là. C'est assez grave de se rendre compte que c'est pas juste un backlash idéologique, c'est aussi dans les faits un backlash en pratique. Donc c'est assez triste. Nous, pour le coup, on a la chance d'avoir une robustesse qui vient de la diversité de nos investisseurs. On voit par exemple que les citoyens engagés sont toujours engagés, qu'ils n'ont pas fait un switch mental du jour au lendemain. Les gens ont toujours envie de vivre dans un monde qui soit agréable. Et il y a aussi des choses qu'on a du mal à interpréter de notre petit regard européano-centré. C'est que oui, les États-Unis sont partis un peu dans le sens opposé, mais la Chine et l'Asie de manière générale a jamais eu autant d'agenda tourné vers l'écologie, vers la transition écologique. Ils mettent des moyens considérables. La Chine, il faut se rendre compte, elle a investi plus que tous les pays de l'OCDE réunis l'année dernière dans les énergies renouvelables. Eux, leur agenda, il ne bouge pas. Hein. Et même plus les États-Unis s'écartent de ça, plus ils renforcent ça. Je pense qu'ils vont devenir la première puissance mondiale, notamment parce qu'ils ont compris qu'il fallait maîtriser l'énergie dans un monde qui change et que tout est sous-jacent. Enfin, on parle de l'IA à la table ronde d'avant, mais l'IA, s'il n'y a pas l'énergie, c'est pas nous qui sommes propriétaires de l'IA, c'est pas nous qui allons changer le monde avec l'IA si derrière on ne maîtrise pas le terrain de l'énergie. Et la Chine et l'Asie a très bien compris ça. Je pense qu'on fait une énorme erreur en Europe et aux États-Unis en se disant bon, on verra plus tard pour ça, parce qu'en fait c'est ça qui va donner la place de première puissance mondiale à un pays ou un groupe de pays. Et on le voit, je pense que la Chine a très bien compris ce qui se joue. Moi je pense que l'agenda mondial va continuer d'être tiré par la Chine justement, et que il va y avoir quelques années un peu complexes, mais qu'on va revenir à ça, parce que typiquement l'IA, ça demande de l'électrification, le fait de refroidir, notamment pour les data centers, etc., ça consomme énormément d'énergie, il nous faut de l'électricité, les transports en commun qui s'électrifient massivement. En fait, tous les sous-jacents de la transition écologique se renforcent partout dans le monde, mais le discours est antagoniste. Et je pense qu'il y a un moment où ça va rebasculer, parce qu'à un moment, il y a aussi les limites physiques du monde qui vont devoir nous retirer vers cette transition d'une manière ou d'une autre. Donc en effet, il faut être robuste quand même, parce qu'on a quelques années de backlash à tenir. Arnaud ? Il y avait un article dans Le Monde, tu as raison Arthur, sur le backlash, il y a 2 jours par Théodore Tallant, qui expliquait qu'il y a un backlash politique, mais il n'y a pas de backlash dans la population. Et donc, je pense que la population tient à ce futur avenir, même si on voit des bras d'honneur envers la planète des néo-impérialistes ou des néo-empereurs. Mais en réalité, c'est un peu comme la courbe de Gartner. En fait, on est allé très loin dans le green. Il y a un creux et on va revenir à maturité. Et lorsque, dans 3 à 5 ans, on retrouvera une sagesse et une raison écologique, j'aimerais qu'on soit reconnus, nous concernant, comme ceux qui n'ont pas reculé opportunément. Ceux qui ont fait de la résistance verte au point de ne pas trahir leurs valeurs et de rester sur leur cap. C'est ça, être vraiment engagé pour une entreprise ? Oui, je pense que c'est ça, et c'est aussi oser aller vers un autre business model. Nous, on est en train de passer petit à petit du neuf à l'occasion, de travailler sur une garantie reprise, sur la location, pour faire en sorte d'alimenter un marché secondaire pour pouvoir rendre accessibles nos produits. On trouve qu'on est responsable de construire des meubles pour 100 ans, mais on est aussi responsable de faire en sorte que les meubles ne soient pas mis sur le trottoir par négligence ou par paresse. Donc c'est faire la pédagogie auprès du client, le former, faire des tutos et demain lui proposer la reprise, la réparation, la revente, qu'on soit des agents de circulation de nos meubles. Mais ça demande un saut de business model. On va le faire progressivement, mais c'est une vraie audace sur un marché qui aujourd'hui n'est pas réputé pour être très rentable. Mais justement, pour rebondir là-dessus, l'économie de l'usage, c'est ce dont tu parles. Je pense que ça rend résilient et robuste une entreprise à terme. Et on le voit, c'est même, je pense, une mécanique de rentabilité plus intelligente dans un monde où les ressources vont se raréfier. Même si aujourd'hui on est encore dans l'abondance, il y a quand même plein de secteurs où on voit que c'est compliqué. Et je pense que ces business models, ils vont gagner à long terme. Mais aujourd'hui, évidemment, on a envie de penser très court terme. Sauf que je pense qu'on a déjà perdu dans le court terme. Enfin, soyons lucides. Même sur l'IA, c'est bien, on fait des choses. Mais on a des pays qui sont bien plus avancés. Les États-Unis, la Chine est beaucoup plus avancée sur plein de choses. Je trouve que c'est pas très smart de réfléchir dans cette course du aujourd'hui, alors qu'on peut gagner dans la course du demain si on s'y prend maintenant. Et l'Europe, on est toujours dans la course du aujourd'hui, mais on est le dernier, donc c'est pas très intelligent des fois, je trouve. Et tu as raison, Arthur. C'est ce qu'on expérimente à Lille. À Lille, on a l'atelier circulaire et la boutique circulaire dans lequel on accueille 7000 meubles qui nous reviennent des clients. On est en 0 déchet bois sur ce flux-là. On remet en stock, on répare, on revend, ou on découpe en planches
pour pouvoir offrir à une entreprise d'insertion qui reconstruit des meubles. Et on sait très bien que ce soit dans 10, 20 ou 30 ans, la matière fraîche de bois va se raréfier ou se renchérir. Et alors notre idée à long terme, c'est d'être bien placé pour être dans le recrafting de meubles à partir d'une matière qu'on va glaner dans les cités, un peu dans mode urban mining. Donc on est en train, avec une vision longue qui est un peu folle, finalement de changer un peu le cap de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant nos salariés viennent chez nous pour ça, et donc nous poussent de plus en plus. Donc même si on voulait reculer, je pense que ce serait un peu une révolution interne. Le consommateur là-dedans, vous avez dit vous êtes rentable. Pour autant, en échangeant un peu avant, c'est pas le prix reste quand même aujourd'hui pour un consommateur sur l'acte d'achat le premier critère. Le prix, après c'est quoi? C'est le style, est-ce que le meuble plaît, le prix, et si c'est green, tant mieux en fait. Mais ce ne sera jamais le premier critère. Et je pense que même au moment le plus favorable, il y a 2-3 ans, ce n'était pas le premier critère. Donc nous, on le fait, non pas parce que c'est rentable, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et parce qu'on y croit, et parce que c'est notre kiff. Ce n'est pas un très bon choix rationnel et économique. Mais comment faire changer les mentalités? Parce qu'effectivement, d'expliquer qu'un meuble, si on le garde 100 ans, mais qu'on le paye peut-être, je ne sais pas, 3 fois ou 2 fois ou 1 fois et demie son prix, ou quelque chose qu'on peut trouver ailleurs, comment on arrive à faire changer, justement, à faire changer les mentalités sur ce sujet de la... En fait, on essaie d'apporter des services clients dans lequel on fera du green sans le dire en fait. Quand on apporte la garantie reprise ou une location, finalement, ça participe à la circulation des meubles quand on fait la pédagogie. Donc, on joue en indirect. Et tout comme Back Market ou Vinted ont lancé une habitude de la seconde main, finalement, nous, on pense qu'on peut marquer des points dans le marché secondaire et la seconde main du mobilier. Nos meubles sur le Bon Coin ou sur Celency ont une vraie cote. Et petit à petit, je pense qu'on le fera sans que ce soit l'argument premier. C'est d'abord un argument avantage client. La durabilité, c'est pas la préférence d'achat, c'est généralisé. Tu partages, Arthur? Oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est normal. On vit dans le monde tel qu'il est et il ne faut pas qu'on ait envie de vivre dans le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Je suis assez d'accord, c'est jamais l'argument. Mais en fait, c'est pas grave. Typiquement, si ça devient un argument économique d'avoir un meuble qui est durable ou n'importe quoi d'autre, si ça devient un actif financier qu'on sait posséder et qu'on peut revendre plus tard, un peu comme les gens qui comptent sur leur voiture, non pas pour la bousiller jusqu'au bout, mais se dire elle perd pas trop de valeur, je la revends, je change, etc. et qu'on crée une mécanique circulaire, en fait, on saura parler aux gens. C'est pas grave que le prix soit un problème et que ce soit le premier problème. En fait, pour moi, il n'y a aucun sujet. Tant mieux, c'est à nous d'innover pour que ça soit toujours cette même mécanique qui fasse qu'il y ait des comportements d'achat, mais que ça soit en plus basé sur des modèles économiques, des modèles d'affaires qui évitent de tout flinguer. Si on fait les deux, moi je pense que les gens sont très réceptifs. Quand on oppose les deux, les gens vivent dans le monde tel qu'il est, et malheureusement c'est compliqué aujourd'hui de dire aux gens payez 10 fois plus cher. Par contre, s'ils savent que c'est un actif, s'ils misent sur le potentiel de cet actif, c'est pas du tout pareil que quand ils sont dans l'hyperconsommation comme on le fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui commencent à raisonner comme ça. Et ça reste en effet le pouvoir d'achat, la mécanique d'entrée. Pour autant, on ne réfléchit pas pareil notre pouvoir d'achat. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est la différence d'appréciation du pouvoir d'achat, pas comparer le pouvoir d'achat avec d'autres mobiles. Arnaud? J'ai mon associé qui dit souvent que quelqu'un de sa famille disait « je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher ». C'est-à-dire que c'est évidemment sur le long terme, c'est très économique d'acheter un meuble 1 000 € et de savoir qu'il vaudra toujours 600 € parce qu'avec la durée, il y a un coût au mois qui est très très faible. Le problème, c'est le financement de la chose. Et donc c'est ça qu'on est en train de travailler, de lisser, de ne faire payer que la décote. Nous, on a une chance, c'est que nos meubles sont en bois massif, montés en construction traditionnelle et qu'on a des ébénistes pour les réparer. Donc c'est tout ce changement d'état d'esprit qu'on veut imaginer et qu'on veut explorer. Comment finalement on arrive à être, en allant plus loin, être engagé et rentable? Faut repenser le modèle? Ça, c'est une question fondamentale. Je pense que c'est la question qu'on devrait tous se poser. Si on est très honnête, en fait, la matrice économique dans laquelle on vit ne peut pas permettre
aux choses qui vont dans le bon sens d'être plus rentable que les choses qui vont dans le mauvais sens. En fait, c'est toujours plus rentable de faire mal. Évidemment, si vous rejetez vos produits polluants dans la rivière, si vous embauchez des esclaves à l'autre bout du monde, ça vous coûte moins cher. Et si vous ne compensez pas ces externalités négatives, comme c'est le cas aujourd'hui en payant, vous êtes plus rentable, plus compétitif, vous faites plus de profit, donc vous pouvez acheter plus de marketing, écraser votre concurrence et vous imposer. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. La raison pour laquelle ça fonctionne comme ça, et c'est bien malheureux, c'est que notre matrice économique, elle a été pensée par des économistes il y a 300 ans, et c'est toujours ça qui est en vigueur. Et ces économistes il y a 300 ans, comme Jean-Baptiste Say et autres, en fait, le paradigme dans lequel ils ont réfléchi, il n'intégrait pas de limites, il n'intégrait pas de valeur des écosystèmes. Et donc, si vous coupez un arbre, pour faire simple, il vaut de l'argent parce qu'il est mort, coupé et qu'on peut en faire des planches. Mais l'arbre, sur pied, vivant, qui produit de l'oxygène, qui dépollue les sols, qui filtre l'eau, qui régule la température, et la liste est infinie, il n'a aucune valeur économique. Ça, dans notre matrice économique, les services écosystémiques, c'est comme ça qu'on les appelle, on ne les a jamais comptés. Et donc évidemment que détruire rapportera toujours plus que de préserver, puisque la comptabilité n'a pas pensé l'économie de la vie. Donc on a une comptabilité de l'économie de la mort et c'est tout. Donc si on est très honnête, tout ce qu'on fera, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois tant qu'on n'a pas changé cette matrice économique. Et c'est pour ça que c'est terrible. Moi je parle à des investisseurs tout le temps qui te disent « mais ça ne sera jamais aussi rentable que d'aller extraire et produire et faire du pétrole ». C'est vrai, dans la matrice économique telle qu'elle est. Et donc on peut trouver des failles, on peut trouver des manières de faire en sorte qu'on fasse naître des marchés, qu'on les rende rentables, qu'on change un peu la mécanique pour avoir quelques épiphénomènes plus rentables. Nous, on arrive à le faire sur certaines de nos boîtes et à voir que vraiment on prend des segments de marché. Mais il faut qu'on soit honnête, aujourd'hui notre matrice économique est défectueuse. Elle ne marche pas. Elle n'est pas pensée pour préserver la vie sur Terre. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas l'humain le problème. C'est les règles du jeu qu'on a créées. Donc moi je suis assez honnête avec les gens, maintenant je leur dis mais ça ne peut pas être plus rentable tant qu'on est dans cette matrice. Arnaud, tu partages? Tu me fais penser à ce que dit Attali. Attali dit qu'il y a l'économie du vivant et il y a l'économie de la mort. L'économie de la vie et l'économie de la mort. L'économie de la vie, c'est le régénératif, le bio, le renouvelable. Et l'économie de la mort, c'est tout ce qui est fossile, en fait. Extractif, ouais. Et il explique en fait que le gros problème aujourd'hui, c'est l'économie de la mort, est beaucoup plus rentable que l'économie du vivant, et que le seul moyen de réorienter l'économie, c'est de compenser cette différentiel de rentabilité par une taxe, que ce soit une taxe carbone ou autre. Mais de toute façon, il faut qu'on joue avec les mécanismes et le cerveau de l'économie et des entrepreneurs. Il faut des règles du jeu différentes. Le problème, c'est que l'autosanction au niveau national, elle est très difficile à faire passer. Et donc, on en vient à la gouvernance mondiale, la compétitivité, les frontières. Si je rebondis, moi, je ne crois pas aux taxes. Enfin, ce que je remarque, c'est qu'on vit dans une oligarchie mondialisée. Enfin, je veux dire, les intérêts économiques sont tellement mondialisés, tellement gros qu'ils font toujours sauter toutes les taxes, toutes les normes, toutes les règles qu'on essaie de leur opposer. Et c'est normal, parce qu'en fait, juste, ils ont les moyens de s'y opposer. Moi, je crois à l'incitatif. Donc moi, si demain, je devais claquer des doigts et faire un truc, ce serait une banque centrale de la nature qui fait du quantitative easing, qui produit de la monnaie pour rémunérer les services écosystémiques. Et là, on peut faire le pont avec la table ronde d'avant. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même une rupture civilisationnelle qui nous permet aujourd'hui de mesurer la valeur des services écosystémiques de manière très précise à grande échelle. L'Angleterre, par exemple, vient de calculer qu'ils ont 1200 milliards de services écosystémiques régénérés et renouvelés chaque année par leurs écosystèmes. Et donc maintenant qu'on sait calculer ça, on pourrait très bien dire, ta parcelle de forêt, toi, propriétaire terrien, soit tu la rases, t'en fais des planches et t'en fais des super meubles qui durent 100 ans, why not, hein c'est pas mal, t'es payé 50 000 €, soit la Banque centrale de la nature te subventionne chaque année 100 000 € pour la valeur de tes services écosystémiques. Par contre, si tu laisses crever ta forêt, que tu t'en occupes pas, que t'embauches pas des gens pour la gérer, ta valeur des services écosystémiques va chuter et on va passer de 100 000 € à 50 000, peut-être à 20 000. Et donc, moi, je crois à l'incitatif. Bon, maintenant, ça ne nous dit pas quoi faire aujourd'hui, mais j'aimerais faire ce genre de choses. Je pense que c'est ça. Ça me va, hein, Arthur. Moi, j'illustrais ce que j'avais lu. C'est la fin de la séquence. Tikamoun, c'est le site internet, s'il y a des points de revente. Le site internet, une boutique Place des Victoires, une boutique à Lille et bientôt une boutique à Hambourg pour ceux qui aiment voyager. Et Arthur, l'idée c'est d'aller checker un projet qu'on a envie de soutenir. Alors non, c'est tous les projets. On soutient Team for the Planet, team-planet.com et vous avez plein d'innovations de rupture. On en reçoit des milliers et on peut contribuer à la sélection de ces innovations en tant que citoyen, même si on n'a pas de diplôme, il y a une petite formation.
investir de l'argent pour permettre à ces innovations de passer à l'échelle. Et quand elles atteignent un stade de maturité suffisamment important, on peut aussi investir en direct parce que on a planté les graines. Donc une fois que les fruits sont là, on peut aller les cueillir en investissant en direct dans des très belles boîtes qui sont en train de scaler. Voilà. Eh ben, merci à tous les deux pour votre partage. Merci Arnaud, merci Arthur. Merci Très bonne journée et prochaine séquence consacrée à l'industrie en France et ses nombreux défis.